Donc on va parler un peu de rugby. Vous savez que j'ai un tropisme particulier pour ça, de par ma vie personnelle. Et l'idée c'était de parler un peu de tout. Alors, Eric va vous parler de l'épaule tout à l'heure, donc je vais déflorer un peu ton sujet, Eric, mais d'un point de vue chirurgical. Je te laisserai tout l'espace médical. Donc l'idée c'est de savoir qu'aujourd'hui, l'enjeu pour l'épaule du rugbyman, c'est un certain nombre de données que nous n'avions pas il y a quelques années. Et on a pas mal travaillé là-dessus pour aujourd'hui vous donner des choses un peu plus précises. L'épaule du joueur de rugby, Didier a aussi un peu évoqué le sujet, c'est plus un sport de contact, hein, c'est un sport de collision, donc c'est un super modèle de travail sur toute la traumatologie. Et là je vais vous parler de l'épaule, du rachis et du genou. Donc c'est vraiment pour nous très très intéressant et pour toute formation de traumatologie, vraiment je vous conseille d'accompagner des équipes parce que vous aurez en quelques semaines, quelques mois, des années d'expérience. Donc vraiment tout est possible sur un terrain de rugby. Voilà. Quand vous regardez un effectif pro, hein, sur les 40-50 contrats pro, il y en a plus de 10-15 qui ont été opérés de l'épaule, c'est tout à fait normal aujourd'hui. L'expérience française, c'est le travail qu'on a fait avec la Fédération française de rugby, qui consistait à analyser le problème de la stabilité, parce que c'est l'enjeu majeur chez le joueur de rugby, puisque l'indisponibilité, c'est le critère de gravité. Quand vous faites mal au rugby, ce n'est pas le problème de la fracture, du ligament, du tendon, ce n'est pas le problème. C'est juste combien de temps ça va vous prendre pour revenir sur le terrain, puisqu'il est normal et inclus que vous allez vous faire mal et de nouveau faire mal, etc. Donc il faut intégrer que la gravité, c'est l'indisponibilité. Et l'indisponibilité, dans le rugby et dans l'épaule, il y a l'acromioclaviculaire et il y a la luxation. Donc on a regardé, on a fait un travail prospectif sur, vous voyez, plus de 1000 épaules instables. Voilà à peu près qui ça concerne. Ce qui est intéressant, c'est que chez les jeunes enfants, qui nous préoccupent principalement, finalement il y a très très peu de cas, c'est tout à fait exceptionnel, hein, ça correspond à notre pratique. Et les populations les plus à risque, finalement, c'est celles qui jouent avec les plus fortes intensités, donc c'est les catégories soit professionnelles, soit semi-professionnelles. Bien sûr, la spécificité du rugby, c'est ses phases de jeu, la phase de jeu de plaquage hein, et le maul, le regroupement de plusieurs joueurs autour du ballon. Le plaquage, c'est la spécificité, s'il faut retenir, de l'instabilité, de la luxation glonumérale. Et retenez deux choses, il y a deux modèles, l'amateur, le professionnel. Très schématiquement, le blessé amateur, c'est celui qui est plaqué, c'est-à-dire celui qui reçoit le plaquage, c'est-à-dire qu'il se blesse au cours d'une chute, alors que le professionnel va se blesser au cours du plaquage qu'il impose. Vous avez un porteur de balle, un plaqueur, et on appelle le plaqué le porteur de balle, et le plaqueur celui qui est en face. Et lorsque vous êtes professionnel, vous savez chuter, vous savez tomber, vous vous faites pas mal, parce que vous avez été sélectionné justement parce que vous êtes apte. L'amateur, en revanche, c'est pas le cas. Donc c'est intéressant d'un point de vue épidémiologique, on a tout de suite repéré ça, c'est que chez l'amateur, ils ne savent pas tomber. Donc dans les éducatifs et dans la prévention, il faut vous dire que celui que vous voyez pour une instabilité, si vous voyez qu'il a un niveau de jeu peu élevé, quand vous lui demandez comment il s'est blessé, c'est en tombant, et bien là, dans les éducatifs, il va falloir repasser par une phase de reprogrammation. A l'inverse, chez le plaqueur, c'est complètement différent. Ça, c'est des attitudes techniques qui dépassent le rugby. Alors, Eric vous en parlera tout à l'heure, mais lorsqu'on compare partie molle et butée, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de discussions. Ce qui est important dans le message, c'est que dans toute cette population de patients qu'on a fait, il y a énormément, évidemment, de récidives. C'est notre problématique à nous de chirurgiens, c'est de savoir à quel moment on intervient par rapport à la chirurgie. Et la chirurgie du joueur de rugby dans l'instabilité d'épaule, c'est la butée. La question, est-ce qu'on intervient la première fois ou pas? Est-ce qu'on attend 2-3 récidives? 3 récidives, sûrement pas, d'accord? Mais est-ce qu'on fait dès le premier? Alors en fait, niveau de jeu élevé égale oui, on opère par butée la première fois. En revanche, surtout prendre du temps avant l'intervention, ça c'est un message important, qu'il faut qu'il soit souple le patient avant qu'on l'opère. Il y a des facteurs favorisant aussi la reprise du rugby, ça on l'a très bien identifié, un compétiteur en professionnel il va 5 fois plus vite, 5 fois mieux. L'autre chose c'est le score de reprise du sport qu'on a validé et sur lequel a travaillé Antoine suite au score de reprise du sport du croisé et qui est pour nous déterminant dans les éléments de critères de reprise au sport après une luxation. Donc les données générales en gros c'est de dire que dans une population normale de joueurs de rugby, vous avez 5 fois plus de risques que dans une population civile. Vous avez plus de 300 luxations par an à la Fédération française de rugby. Dans 2 tiers des cas, il y aura une récidive, d'accord? Et lorsqu'on veut reprendre le sport, il faut un score ici correct. Le plaquage, c'est la zone à risque.
qu'il faut se poser la question, après un premier épisode d'une luxation, si on doit opérer ou pas. Il faut se poser la question. Que la prévention, c'est chez le professionnel, c'est l'aptitude au rugby, et ça, c'est leur métier. En revanche, chez l'amateur, l'apprentissage de la chute est indispensable. Je rappelle simplement un travail qu'on a fait sur plus de 300 butées avec la Société française de traumato du sport, qui était de dire quelle était la reprise du sport après butée, et surtout de dire qu'il y a 3 choses. Le message, c'est il faut qu'il y ait un test d'appréhension positif pour proposer une chirurgie de stabilisation. Le gold standard, c'est le latarjet, de l'instabilité d'épaule. Et la reprise du sport, elle s'accompagne de 4 éléments, la mobilité, l'absence de douleur, bien entendu la stabilité, et un score de reprise du sport. Voilà ce qu'on peut dire sur l'épaule très rapidement. Je vais passer au rachis cervical. Même chose sur le rachis cervical. On avait très peu de données il y a une vingtaine d'années, et ça fait l'objet d'un des premiers travaux que j'ai fait avec la Fédération française de rugby. Nous n'avions pas de données et nous avions beaucoup d'inquiétudes. Dans les années 96, 97, 98, il y avait 7 à 8 tétraplégiques, plus des morts, donc c'était considérable à ce moment-là, et on a eu un assureur qui a dit « je ne vais plus assurer le rugby ». Donc ça a été un enjeu très important entre les années 2000 à 2005, avec surtout l'incapacité éventuellement d'être assuré, donc de ne plus pouvoir pratiquer. Et donc on a fait des gros travaux qui ont été publiés dans la JSM, BJSM, et on a regardé déjà en prospective sur une saison. Globalement, le rachis cervical, c'était une lésion sur 20 du joueur de rugby, et une lésion sur 20 de ces rachis sont potentiellement graves, avec des fractures, des hernies discales, etc. Ces travaux ont abouti à plusieurs éléments. D'abord de créer un registre national des traumatisés médulaires, de modifier les règles, que ce soit d'arbitrage, d'entraînement, de formation. Et lorsqu'on regarde, j'avais regardé sur une dizaine d'années, donc sur toute la France, hein, on avait quasiment 40 tétraplégiques, avec des pics, vous voyez, très importants. Des catégories à risque étaient les jeunes, et des postes à risque qui sont les avants. La phase de jeu, c'était la mêlée, qui à l'époque n'était pas du tout organisée comme aujourd'hui. Et les joueurs concernés, c'était les joueurs de première ligne. Donc en gros, quand vous aviez des anomalies au cours de positionnement des mêlées, vous aviez des blessures. Et quand on regarde surtout l'incidence, qui a considérablement diminué, c'est parce qu'a été mis en place des mesures de protection. Et on peut dire que sur les 5 ans qu'ont suivi la mise en place de ces mesures de protection, il y a eu quasiment 15 tétraplégiques qui ont été épargnés. Donc c'est hyper intéressant, je pense, à 2 registres. Le premier, c'est que oui, quand on fait certains travaux épidémiologiques et qu'on travaille avec les éducateurs, qu'on travaille avec les arbitres, on peut faire changer des choses. Et nous, en tant que médecins, on a notre responsabilité, pas simplement en traumatologie, mais en prévention. Et que vous voyez que ça a une vraie incidence sur la prise en charge de nos joueurs en termes de prévention. Donc on peut le faire, il faut le faire, c'est à mon sens la responsabilité. Et puis qu'en pratique, aujourd'hui, ça a débouché donc sur ces mesures, sur le registre dont je vous ai parlé, sur également des réglementations sur l'aptitude ou non du joueur en fonction de son rachis cervical à pouvoir jouer et pratiquer le rugby. Ce qui prévient un certain nombre de pathologies chez le joueur et qui les protège. Ceci est tout à fait exceptionnel d'abord dans le monde du sport, c'est-à-dire le rugby par rapport aux autres sports, et également le rugby en France par rapport aux autres nations, puisque la plupart des autres nations n'ont pas ça dans le monde du rugby, et nos joueurs qui sont interdits en France peuvent jouer librement à l'étranger. Dernier élément qu'on a travaillé et qui clôt mon propos, c'est sur le croisé antérieur. En fait, on avait des difficultés, si vous voulez, à comprendre l'augmentation très importante du nombre de ruptures de croisés. Et pareil, on a fait un travail épidémiologique, et là on s'est aidé d'un modèle qui est assez intéressant, c'est l'analyse vidéo. Quand vous avez un match de top 14, il est filmé, il y a un assistant de recherche qui le regarde, et cet assistant de recherche regarde à chaque fois que le médecin intervient. Quand le médecin intervient, ça s'appelle un incident, le médecin de club reçoit un petit message et il dit bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé, bref. Donc on thésaurise un certain nombre de données. Quand on regarde le genou, c'est assez important. Et tout au début, il y a ça va faire presque, non peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans, on avait les premiers rapports qui avaient été faits. On s'était rendu compte que, en gros, il y avait surtout les problématiques de genoux. Pourquoi? Parce que c'était, encore une fois, d'une fréquence qui augmentait de manière assez importante. Sur le plan pratique, ça donne des incidences qui sont dans les clubs, telles que vous avez droit à un groupe de joueurs pour préparer votre saison. Pour avoir des joueurs en plus, il faut que vous ayez un joueur qui sorte. Le meilleur moyen de sortir au rugby, c'est de se blesser. Donc on a corrélé carrément avec les jokers médicaux, qu'on appelle jokers médicaux. Et aujourd'hui, le joker médical, c'est principalement sur des problématiques de lésions de plus de 3 mois, et donc la rupture du ligament croisé. Donc ce qui était intéressant, c'était également de voir que chez le joueur de rugby professionnel, il n'y avait pas de consensus par rapport à certaines prises en charge thérapeutiques,
que en fait, cette rupture de ligament croisé était aussi pour nous un marqueur de l'évolution des blessures. Parce qu'on considère que c'est une blessure grave, de par sa très longue indisponibilité, et donc c'était pour nous un marqueur de suivi. Ce qui était important aussi, c'est que sur la problématique économique, chaque club, si on arrive à trouver des moyens de prévention, eh bien, on est content parce que ça épargne des économies de manière assez importante. Et lorsque vous dépassez des règles assez simples de 2-3 ruptures par an, ça devient très problématique pour organiser votre saison. Il y a une corrélation directe entre la possibilité d'avoir un effectif non blessé et votre performance. Ceux qui sont champions de France, ils ont moins de blessés dans l'année, ça c'est sûr. C'est un indicateur de performance majeur. Voilà. Sur le plan pratique, pour rappeler un peu ce qu'avait dit Alain sur les croisés postérieurs, quand vous regardez une équipe de top 14, globalement il y a 1 ou 2 croisés par saison. Des croisés postérieurs, il y en a globalement quasiment 1/10 de l'effectif qui en a spontanément. Et c'est rarement opéré. Et puis je laisse juste une dernière chose, c'est que chez le joueur de rugby professionnel, on va regarder ça, la problématique c'est qu'il y a plus de lésions multiligamentaires, c'est-à-dire que c'est rarement des croisés isolés, il y a des lésions biméniscales, des lésions de croisés postérieurs, etc. Et que ça n'est pas une fatalité parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont des pintades internes, des pintades externes, des bicroisés, et ils arrivent à reprendre leur niveau professionnel avec une bonne prise en charge adaptée bien entendu, et que ça c'est la particularité d'avoir des blessures beaucoup plus graves que les joueurs amateurs. Voilà, tout simplement pour conclure, on a pu depuis, ça fait 15 ans maintenant ou 20 ans qu'on a pas mal travaillé sur le genre de rugby, on a une connaissance je pense un peu plus importante maintenant des problématiques, et qu'on est dans la phase aujourd'hui plutôt d'évaluation, on n'est plus dans la phase initiale, la phase d'évaluation et de validation des programmes de prévention, et surtout une phase très très politique qui est qu'on a les données, on a les connaissances, il faut les assumer, et il faut énormément échanger avec les éducateurs, et je pense que c'est ça le sens du message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà.